Des fois, je gueule d'être dans mon époque. Il y a mon père qui était entrepreneur. Je dis, putain, mais putain, vous avez vu une époque de dingue. Bon, voilà. Mais je pense que nous, on a une époque difficile aussi, mais plus difficile qu'eux, mais par contre, une époque de dingue. Aujourd'hui, l'IA, c'est un outil au service de l'humain qui est extraordinaire, quoi, qui va changer beaucoup de choses. Bonjour Sylvain, Bonjour, ami. bienvenue parmi nous, merci d'avoir accepté l'invitation, merci d'être dans les locaux de BW aujourd'hui. Pour commencer, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Sylvain Camos, j'ai 55 ans, je suis chef d'entreprise, autodidacte. Voilà, je suis basé à Dijon, voyageur dans l'âme. euh, voilà qui je suis. Tu es photographe à l'origine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes débuts? Alors, je suis photographe, oui, j'étais photographe depuis l'âge de 17 ans. J'ai commencé par avoir des cabines photos et après j'étais photographe en même temps pour des photos de mariage avec un photographe qui était à Dijon, au centre Dauphine. Et puis après, j'ai navigué à Paris pour faire des photos de mode, des photos de gastronomie, des photos de décoration. Donc voilà. Donc vraiment assez varié dans les sujets à photographier. Oui, les sujets assez variés. J'étais assistant d'un photographe de gastronomie qui est très reconnu, qui s'appelle Maurice Rougemont. Il travaillait entre autres en binôme avec Gilles Pudlowski, qui était un critique gastronomique. Ça m'a appris la bonne bouffe et la bonne chair et surtout de passer des moments incroyables et des histoires incroyables avec des chefs dans leur cuisine, des chefs de renom. Et puis j'ai travaillé après dans la photo de mode avec une grande photographe qui s'appelle Betty Narins, voilà, où là j'étais dans la mode et après en parallèle je faisais aussi des photos pour des magazines et pour finir effectivement en tant que photographe pour une agence de presse au Festival de Cannes. Tu as créé une entreprise qui s'appelle EMA Event. Oui. Euh, est-ce que Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, est-ce que ces années en tant que photographe ont eu aussi un petit incident sur ce qu'est aujourd'hui EMA Event? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Emma Evans, ça veut dire. Aujourd'hui, je dis ça veut dire et merde alors. C'est une bêtise. En fait, c'est un nom des années 90 parce que j'ai créé EMA en 93. Ça veut dire à l'époque événement, marketing, action. Donc, voilà. Et donc, j'ai décidé de créer cette entreprise comme ça sur un coup de tête. Et si l'incidence du photographe a une incidence sur la création de cette entreprise, oui. Voilà. Qu'est-ce que tu penses que l'œil du photographe amène à une entreprise événementielle comme EMA? En fait, c'est l'observation. En fait, l'œil du photographe, c'est l'observation, c'est la vision qu'on peut avoir sur les choses. Et l'événementiel, c'est un métier où on doit, tous les jours, on doit faire en sorte de travailler sur des sujets qui sont des sujets qui sont en lien avec la vie quotidienne. Donc, le métier de photographe m'a aidé à cela, c'est-à-dire aussi d'observer et de pouvoir créer cette entreprise dans une période qui était une période où personne ne connaissait l'événementiel. C'est-à-dire que moi, au début des années 90, quand on me demandait mon métier, les gens ne savaient pas quoi. Mais même, du moins, c'est même récent hein, qu'on connaît le monde de Mhm. l'événementiel depuis le Covid, parce qu'on en a entendu parler. Mais par contre, avant, tu fais des mariages, tu fais quoi, c'est quoi. C'est pas tout concret en fait. Mhm. Donc, mais avant tout, le métier de photographe m'a aidé à ça, c'est-à-dire à observer les choses et pouvoir effectivement euh, être sur des marchés et créer des univers euh, propre à chaque dossier que nous faisons. Je sais qu'on te pose souvent la question, on va en parler tout à l'heure de EMA un peu plus en profondeur, mais le logo, une panthère noire avec des ailes. Alors, le logo de Emma, une panthère, parce que j'étais scout quand j'étais plus jeune, pendant très longtemps. Et donc, quand j'étais louveteau, on est suivi par le livre de la jungle. Il y a le livre de la jungle. Dans le livre de la jungle, il y a un personnage central qui s'appelle Bagheera, qui est une panthère noire, qui est là pour vous guider, pour vous donner le chemin à suivre. Et puis aussi, puis ce félin, nous, il nous fallait, on en parlera après, mais en 2001, on a tout changé, mais il nous fallait un animal totem et un peu une fétiche et un doudou qui soit proche de nous. Et donc c'est pour ça qu'on a créé cet animal racé, qui est la panthère noire. Et en plus, le noir aussi nous va bien dans notre métier, parce qu'on est des gens de l'ombre. Et ensuite, on lui a mis des ailes d'éphémère, parce que
L'éphémère étant un animal qui vit qu'une seule journée, donc on lui a mis des ailes d'éphémère parce que nous on fait des événements éphémères. Voilà, tout ce qu'on fait, on le détruit dans la foulée. Ensuite, elle court parce que nous sommes une entreprise en perpétuel mouvement. Ok. Tu as évoqué l'année 2001 tout à l'heure, rapidement. En 2001, il s'est passé quelque chose d'assez grave dans le monde. Il y a eu les attentats du World Trade Center. Ça a eu un impact sur les animations, sur l'événementiel. Alors, c'est eu un impact hyper important pour moi et pour nous, pour l'entreprise, parce qu'à l'époque, on était en plein développement. On était passé de 2 personnes, on était à une vingtaine de personnes. Et en fait, nous, on était spécialisés à l'époque dans les événements pour les centres commerciaux en France. Et lorsque ces attentats ont eu lieu, alors il y a peu qui se souviennent, mais ils ont décidé, les centres commerciaux ont décidé de figer l'ensemble des événements pour faire en sorte que l'événementiel chez eux soit la sécurité. Et de se dire que si vous venez chez nous, en fait, vous serez en sécurité. Donc, ils ont pris tout le budget comme événementiel et ils l'ont mis dans ce nouveau poste. Et le résultat, c'est que nous, on a perdu 80% de notre chiffre d'affaires du jour au lendemain sur un claquement de doigts. Ouais. Donc, c'était très dur. Ouais. 2001 était très dur. Très dur, et vous vous retrouvez même en redressement judiciaire en fait, à cette époque-là. Parce qu'il y en a quelqu'un qui nous a en même temps, qui nous a implanté à l'époque, on a eu un à payer. Et j'étais avec plus de 400 000 euros, 480 000 euros de dette. Ouais. Et tu trouves quand même encore de l'activité, des autres. Tu as des clients qui te restent fidèles à l'époque? Non, c'est-à-dire que quand tu as un business, c'est comme si demain BWA était dans le numérique, que le numérique s'arrête et que tu dis réinvente-toi, comme mon pote. Et c'est pas facile. Hein. C'est pas facile parce qu'en fait, en plus, tu subis un échec. C'est comme si tu te dis, t'as soif, t'es dans le désert, trouve une oasis, quoi. Ok, j'ai pas de GPS, j'ai pas de carte, je fais comment? Donc, plus le fait qu'on te regarde bizarrement, à l'époque, c'est mal vu, mais et j'ai une personne puis j'ai tout perdu, j'ai perdu beaucoup de choses dans ma vie qui ont résonné de cela. On m'a saisi ma maison, bref, voilà. Et j'ai pas été payé pendant des mois. Et en fait, je pense que c'est en France, il y a un problème, c'est qu'on n'accepte pas la culture de l'échec. Et qu'en fait, l'échec est bon pour réussir. L'échec est essentiel pour réussir. Et même plus que de cela, je pense qu'on a le droit de se tromper. Et j'ai un pote qui m'a vu un lendemain matin et qui m'a dit, Sylvain, viens me voir, on va prendre un café et tout, on va discuter ensemble. Et on a discuté, et là, il m'a dit, est-ce que tous les grands sportifs gagnent? Non. Est-ce que toutes les grandes équipes du monde de foot gagnent? Non. Voilà. Tu as le droit de perdre. Tu as le droit de perdre un match. Par contre, il faut savoir pourquoi tu l'as perdu. Et puis ensuite, il faut gagner les autres, mais tu en perdras d'autres. Tu perdras, et la vie d'entrepreneur, c'est ça, c'est de gagner, c'est de perdre, c'est de trouver les solutions. Et donc 2001, une grosse résonance pour moi. Et tu l'as évoqué, 400 000 euros de dette à l'époque, redressement judiciaire. Normalement, enfin c'est pas normal, mais l'issue de ça, c'est une liquidation. Ouais. Toi, tu choisis de rembourser, de la prendre fierté. sur toi. Ouais. C'est la fierté de ne pas perdre. Ouais. Tu fais des liens avec les sportifs. Ma femme me dit souvent, tu es un combattant. T'es même tous les jours, tu es un combattant. Tu es un guerrier, en fait. Et je prends tout comme un combat, en fait. Et ça, c'est l'histoire de ma vie. Bref. Mais je me suis dit, mais tu peux pas perdre. Tu peux pas perdre. Déjà, parce que si tu donnes des dettes, tu vas donner des dettes à d'autres personnes. Et je me refuse à ça. Voilà. Alors, même à l'État, aujourd'hui, alors le premier à être payé, c'est l'État. De toute façon, mais il y avait d'autres personnes. Donc j'ai mis 10 ans. Et la solution la plus simple aurait été de déposer, oui, c'est sûr. Mais bien sûr, c'est sûr. Et aujourd'hui, là où je suis content, c'est que ça a évolué aussi au tribunal de commerce. Les mandataires judiciaires ont évolué. On peut négocier, on accepte. Donc voilà. Donc ouais. Et comment tu gères, si tu choisis de continuer, comment tu gères les équipes à ce moment-là? C'est quoi le quotidien d'une entreprise? Tu vires des gens.
tu passes de 18 à 5. Et puis tu dis aux gens qui sont autour de toi, de toute façon, je pense qu'il ne faut pas faire jamais dans la vie, jamais de politique de l'autruche. C'est de se dire, voilà, qui veut rester, qui veut baisser son salaire, qui veut rester dans l'aventure, qui me suit, qui comprend. Et il y en a 5 qui sont restés, qui ont baissé leur salaire et qui m'ont aidé à redresser la boîte. Donc l'implication doit être égale quelque part un peu sur les salariés qui veulent rester à ce moment-là. Ouais. Voilà, il y a un attachement, il y a bien sûr, mais un engagement quelque part. Ouais, mais c'est comme là, c'est comme l'échec en France. Il n'y a pas de politique de l'échec, mais il n'y a pas de politique aussi de se dire, il y a toujours la politique du patron, de dire le patron c'est un enfoiré. C'est faux. C'est un enfoiré parce qu'on est là, puis on exploite nos salariés. Mais ça, c'est un dogme des syndicats salariés, je suis désolé. Mais toutes les boîtes, toutes les PME en France, on est quand même, il y a quand même 94%, on connaît nos salariés, on est avec eux, on est main dans la main, et eux sont avec nous. Alors après, oui, comme tout, il y a des fois des gens qui ne s'entendent pas. Mais moi, je pense voilà, je pense que la vie d'entreprise, c'est un capitaine et des matelots. Voilà, qui sont aussi importants que le capitaine. Et là, on est remonté super loin à 2001, mais il y a quelque chose de plus récent, il y a le Covid. Ouais. C'est une autre crise. On pourrait se dire, voilà, après, ça montre que Emma aussi a été résilient dans la durée, mais le Covid arrive, on pourrait se dire, est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, ça recommence, quoi. Ouais. Franchement, ouais. J'étais au ski, j'entends la télé, je me fiche devant la télé comme un con, et je regarde interdiction des événements de plus de 5000. Et là, je me dis, c'est parti. Et dans les 2 heures qui suivent, on devait faire un gros truc sur l'île Paul Ricard, pour le groupe Ricard. Et mon client, le directeur de la com, m'appelle et me dit, Sylvain, on a tout. Je dis, je me doute bien. Je dis, mais tu sais, je pense que tu es le premier d'une longue série. Et effectivement, c'est le premier d'une longue série. Et ça m'a encore mis un deuxième coup, en fait. Je me suis dit, mais ok, c'est reparti. Donc, j'étais le premier à voir mes avocats, le premier à voir mes comptables, la première entreprise, comment on fait. On m'a conseillé au début, vire tout le monde. Et j'ai dit, non, je vire personne. Parce que si ça recommence, si demain on reprend l'activité, tu ne sais pas combien de temps ça va durer l'histoire. Et en fait, on était les derniers au fond du camion. On était les premiers au fond du camion, pardon. Et on était les derniers à en sortir. 18 mois d'inactivité. 18 mois. Okay. Ouais. Donc l'impact, il est un peu égal à 2001. Il est insoutenable. L'impact, il est insoutenable. D'un point de vue psychologique, il est insoutenable. Il est insoutenable parce que nous, on fait un métier humain. On nous a dit toutes les conneries du monde, qu'il fallait maintenant vivre dans un monde digital, que les festivals, ça va être digital, les stands, ça va être des stands digitaux, qu'on faisait des apéros FaceTime. Une connerie, quoi. Et désolé, hein, mais c'est important le monde digital, parce que vous êtes un monde digital, mais on en reparlera. Mais par contre, le monde humain est essentiel à la vie. Et nous, on fait un métier humain. Donc, c'était hyper dur à vivre. Il y a eu ce côté, oui, on coupe tout, on fait tout en Zoom, les apéros Zoom, ce site-là. Enfer. Et je suis d'accord avec toi. Est-ce que au fond de toi, tu étais quand même convaincu qu'on allait sortir de tout ça parce qu'il il faut se rappeler de ce que c'était le Covid. Hein, les premiers mois, on ne savait pas où on allait, l'impact, etc. Est-ce qu'il y avait quand même un petit morceau de toi qui disait, allez, ça ne va pas durer? Moi, je suis un optimiste par nature. Ok. Moi, je me dis que de toute façon, chaque jour, tous les jours se lèvent, tous les jours se couchent. Voilà. Le soleil se couche tous les jours, et qu'après la tempête, il y a toujours le soleil. Bon, bref, voilà. Et comme je suis optimiste, je me suis dit, bien sûr, ça va repartir un jour. Comment? Je ne sais pas, par contre. Différemment, c'est sûr. Mais oui, ça va repartir un jour. Mais pour ça, il faut rester en vie, il faut rester vivant, il faut rester actif, il faut montrer de la résilience. Et c'est pas parce qu'il n'y a rien à faire que tu dois rester chez toi à jouer à la PS ou à regarder toutes les séries Netflix. Donc c'est bien aussi, hein, c'est sympa. J'ai vu plein de nouvelles séries que je ne connaissais pas. Mais par contre, je suis resté actif, j'allais au bureau tous les matins. Et justement, est-ce que cette sortie de Covid, est-ce que ça t'a permis aussi de proposer quelque chose de nouveau? Est-ce que tu as cogité pendant ce temps-là Non, alors déjà cogiter, je cogite tous les jours, tous les matins. Plus qu'avant. Le métier du photographe fait que, toi, même quand je suis chez ici, là, j'observe des choses, je regarde, je m'inspire, et parce que c'est inspirant de regarder ce que font les autres, et avec beaucoup d'humilité, et de dire, putain, c'est super ce qu'ils font, et c'est super, et c'est prendre des idées. Et donc pendant le Covid, on s'est dit, il faut qu'on reste en vie.
Il faut qu'on reste en vie pour dire, profitons de cet instant, pour dire qu'il y a plein de gens qui sont chez eux, qui n'ont rien à faire, qui sont bloqués, qui sont devant leur ordi ou devant leur télé et qui tournent en rond, ou alors qui s'engueulent en couple, ou alors qui vont faire du sport à 1 kilomètre ou à tourner au jogging ou à faire du sport. Donc il y a eu plein d'initiatives. Il y a des mecs qui ont joué du saxo sur leur balcon, il y a des mecs qui ont profité. Donc nous, on en a profité pour rester en vie et de dire, voilà, d'expliquer notre métier qui était le métier de l'événementiel. On a fait des newsletters, on était sur les réseaux sociaux, on a montré des choses. Bref, et puis on a créé des nouvelles idées, on a imaginé, on a créé une poubelle pour le Covid, pour les masques, on a imaginé une poubelle, voilà. On a fait des œuvres d'art avec nos salariés pour vendre pour des actions caritatives. Et puis on voulait que Emma reste en vie pour se dire, si le jour ça va redécoller, on pensera à nous. Voilà. Donc là, on a été très vite sur la période World Trade Center, Covid, mais entre les deux, il y a du positif quand même. Oui, oui. Quand même, oui. Quand même. Il y a la vie de l'entreprise, il y a les événements que vous avez faits. Est-ce qu'il y a il y a du positif, mais du positif, mais je vais te dire un truc. Alors désolé de parler comme ça, un peu trivialement, mais on fait vraiment un métier à la con, le monde de l'événementiel. Pourquoi ? Parce que nous n'avons aucune récurrence. 0 récurrence. Et qu'en fait, tous les matins, on se lève en se disant, que va être demain ? Et tous les 1er janvier, on prend le livre de l'année qui vient de se finir, on le range dans le placard et on ouvre un nouveau livre avec que des pages blanches. Parce que par définition, l'événementiel, la récurrence sur l'événement, c'est à peine 5 ou 10%. Parce qu'on ne fait pas d'événements majeurs tous les ans. Tu ne vas pas fêter ton anniversaire de tes 50 ans, tu n'as pas 50 ans, mais j'imagine, voilà. Tu ne vas pas fêter tes 50 ans tous les ans. Voilà. Donc c'est un métier très compliqué, le monde de l'événementiel. Très stressant. On va ouvrir le placard, on prend un livre, au hasard, une année, entre ces deux moments un peu marquants négativement. Quelle année tu prendrais, quel livre tu prendrais, quel événement tu sortirais ? Alors je sais que c'est pas forcément une question évidente parce que... Non, parce que je vais pas te répondre. Tu vas pas me répondre. Non, je vais pas te répondre parce qu'en fait, il n'y a pas d'année particulière. Toutes les années ont leur identité. Ce qui est génial dans le monde de l'événementiel, c'est que par contre, il n'y a pas de routine et tu vis des moments fabuleux, tu vis des moments extraordinaires, tu es avec des domaines hyper variés. Toi, tu passes du monde bancaire au monde de l'environnement, au monde du vélo, au monde de la boisson, avec des syndicats patronaux, parce que comme le MEDEF 21 qu'on accompagne pour leur REF, et c'est extraordinaire. Donc, mais tu n'as pas de moment particulier. Le seul moment que tu as dans le monde événementiel, c'est le regard des gens qui participent. Et ça, c'est génial. Là, tu peux dire que tu as fait un bon boulot. Tu as le temps, toi, de voir les réactions du public, les réactions des gens, oui, moi, de t'imbiber de tout ça. Mais moi, si je fais ce métier, c'est pas pour rester un rat de bureau, quoi. Donc, c'est-à-dire que je suis pas derrière je suis plus souvent derrière mon ordinateur et derrière mes parapheurs pour faire ta partie administrative. Mais si je fais ce métier, c'est parce que j'aime ce métier. Et donc voilà, donc oui, j'ai le temps, bien sûr, j'ai le temps et je prends le temps, je vais voir, je vais sentir les choses. Alors je vais pas sur tous les événements, bien sûr, parce que plus on grossit, moins on a le temps. Mais des fois, je râle tout seul en disant, mince, j'ai pas le temps d'aller le voir, c'est pas possible. Et ouais, mais c'est important, et même en tant qu'entrepreneur, c'est important d'avoir le temps d'aller voir ce qui se passe. Pour continuer à avoir le contact avec le réel. Et puis... Mais c'est hyper important. Il y a des grands chefs d'entreprise en France, dont un, si on prend Bernard Arnault par exemple, j'ai lu, même dans d'autres, qui prenaient 1 jour ou 2 jours par semaine à rien faire. 0 rendez-vous dans son agenda, rien du tout. Et c'est hyper important, parce que si on est toujours le nez dans le guidon, comment on peut avoir le temps d'observer et avoir le temps d'imaginer les choses et de regarder ce qui se fait, des tendances, de se balader, de prendre le pouls. Voilà. Donc moi, c'est hyper important d'aller sur les événements et prendre le temps d'aller sur d'autres événements aussi. Et aussi de regarder ce qui se fait. Et pour rester à la page, sinon
on tombe dans une espèce de routine. La dingue. curiosité, l'ouverture, toujours. Mais ouais, c'est-à-dire qu'il faut rester un gamin de 5 ans qui vient de naître, quoi. Il faut regarder autour de soi, observer. euh, Il y a tellement de choses extraordinaires dans le monde. Mais voyager aussi, c'est hyper important de voyager. Il ne faut pas rester dans son... La France est un magnifique pays, euh, avec des initiatives exceptionnelles. Mais il y a d'autres pays aussi. Et je pense qu'il faut y aller et observer ce qui se passe. Et l'observation, ce que je disais au début, hein, mon métier de photographe, c'est ça. Moi, je suis autodidacte et j'ai commencé à me former. Moi, je n'ai pas de diplôme. J'ai 0 diplôme. Si, j'ai un diplôme, c'est le permis de conduire. Et je dis toujours, je me suis embourgeoisé, j'ai le permis bateau et le permis moto. Mais j'ai aucun diplôme. Et j'ai lancé ma boîte en observant les choses. Voilà. Pour toi, l'événementiel, on est sur un métier créatif. Vraiment, tu pars d'une page blanche et puis tu montres quelque chose. Enfin, toutes les valeurs que tu évoques ici. Ah oui. Et moi, je suis hyper admiratif de mes équipes, des gens avec qui je travaille. Et puis aussi, mon travail à moi en tant que dirigeant, c'est de les pousser parce que justement, l'événementiel est un métier créatif. Avant toute chose. Voilà. L'épine dorsale, c'est la créativité. Sans créativité, il n'y a pas d'événement. Chaque événement doit être différent. Et là où c'est encore plus compliqué, c'est lorsque nous avons des clients qui sont anciens chez nous. Par exemple, on a quand même des clients, même s'il y a peu de récurrence, quand même certains clients qui nous suivent depuis 20 ans, 30 ans, qui sont encore fidèles à nous. Il faut réinventer des choses, parce qu'ils font une convention tous les 3 ans, il faut réinventer des choses. Donc ça, c'est hyper important, c'est la créativité. Sans transition, ou avec peu de transition, plus récemment, tu te rapproches de Mathieu Honorat, Bistrocamp. C'est quoi Bistrocamp, pour ceux qui ne connaissent pas Bistrocamp, c'est un food court nomade. Voilà. Donc, la food court, on sait ce que c'est. Hein, voilà. Pas forcément, c'est pas un concept en France qui est très répandu. En fait, food court, c'est de pouvoir être dans un lieu où il y a différentes typologies de restauration et de pouvoir... toi, tu vas manger thaïlandais, moi, je vais manger italien, et puis d'autres personnes vont manger un autre pays du monde, et on se retrouve tous et on mange tous à la même table avec des goûts différents. L'idée, c'est de faire cela. Donc, il existe des food courts fixes en France, dont un qui est assez connu, qui s'appelle Al Dulaise à Montpellier, qui mélange l'art, allez voir aussi bien de la gastronomique. Hein. Et l'idée de Mathieu, c'est de faire effectivement, d'avoir fait un food court qui recrée l'ambiance des villages, aussi avec des villages de tentes, et de pouvoir l'implanter là où on a envie de le mettre, là où les clients ont envie qu'on les mette. Et puis sinon, c'est aussi de créer aussi des rendez-vous comme le festoche qui s'est fait il n'y a pas longtemps à la BA102, ou alors des apéros du Zénith aussi, et c'est de créer des moments de vie, de convivialité autour de la restauration. Voilà. Ok. Et pourquoi je me suis associé avec lui ? Oui, pourquoi ? Ouais. Et pourquoi je me suis associé avec lui ? Parce qu'en fait, parce que c'est un mec super. C'est humain. Bah ouais, mais toute la vie, c'est... je pense que les êtres humains, on est fait pour être... alors, je ne vais pas faire le mec contre... voilà. Mais on est fait pour se rencontrer. Les meilleurs moments, c'est quand on prend l'apéro quelque part dans un lieu entre nous, qu'on retrouve ses potes, qu'on découvre des nouvelles personnes. Donc voilà, moi je me suis associé avec Mathieu parce que son projet était top, parce que le mec est top, et parce que ça m'a plu de partir à l'aventure avec lui. L'histoire d'association, c'est ça à la base, c'est de s'associer avec des gens et puis de partir pour un parcours. C'est comme quand on se met en couple, hein, il y a une chimie physique qui se fait. Mais après, une fois que la chimie physique malheureusement est partie, il y a autre chose. Donc là, c'est pareil. Et j'imagine aussi la partie événementielle qui reste quand même assez liée avec EMA, qui permet de... Ouais, mais on sépare bien les choses. C'est-à-dire, on se fait tous travailler parce qu'on essaye de tous se faire travailler. Moi, EMA accompagne, mais se prête des choses où on travaille tous ensemble. Mais non, c'est assez bien. C'est pas une diversification comme pourrait être Loc Ambiance. Ah non, mais moi je suis pas du tout. Ah non, pas rien à voir. Moi je suis associé avec Mathieu, mais c'est Mathieu le patron. Okay. Moi je suis un de ses associés. Je suis là pour l'aider en tant que vieux sage, en expérience, et c'est ça quand il a besoin de moi. Mais c'est lui le patron, c'est lui qui décide, c'est lui qui va là où il veut aller. Nous, on se doit en tant qu'associé de l'aider et le conseiller, mais in fine, c'est lui qui prend la décision. Après, si on n'est pas d'accord, si moi je suis minoritaire, je m'en irai. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas.
tout se passe bien. Oui, bah, pas tout le temps, mais c'est normal, mais c'est partie de la vie. Mais c'est assez rare, non, on s'entend bien. Et là, moi, j'évoquais Loc Ambiance, je vais y arriver. Le comment, c'est 100% EMA, C'est par contre. 100% MA. Ouais. Là, on est sur la diversification d'activités. Un peu, voilà, ça permet. Qu'est-ce que ça vous apporte en termes de logistique? Alors, c'est parti d'un constat où on avait beaucoup de matériel qui était présent chez nous. On a décidé un jour de se dire, bah, qu'est-ce qu'on fait de ce matériel? On le vend ou alors on l'exploite. On a décidé de l'exploiter. Et puis, on a eu une idée un matin de se dire, bah, tiens, on va faire une boîte de location purement régionale, Bourgogne-Franche-Comté. Et puis on s'est dit, merde, bah, ça marche. Et il n'y en a pas. Donc, on a décidé de créer une boîte. Là, on a fait venir un directeur. On a travaillé ensemble. Directeur qui est devenu associé parce que moi je m'associe avec beaucoup de gens. Parce que je pars du principe qu'on doit s'associer pour pouvoir réussir et pas être seul. Et j'aurais dû le faire même depuis très longtemps. Et donc là, on a recréé une nouvelle boîte dans laquelle on a un directeur qui est associé aussi avec nous. Il est directeur, il a aussi une partie chez lui. Et donc, Locambiance fonctionne sur la partie mobilier, matériel. Alors, c'est parti d'un constat simple après. Hein. C'est que ce matériel, c'est demain, tu veux organiser une fête chez toi. Tu ne veux pas passer par une agence événementielle, et ben, tu loues directement le matériel et puis tu loues aussi maintenant jusqu'à ta vaisselle parce que Locambiance aussi maintenant c'est la vaisselle. Donc on couvre l'ensemble du panel des besoins que l'on peut avoir pour créer un événement. Tu as parlé de la région Bourgogne-Franche-Comté. Ouais. Aujourd'hui, ça représente 20% de votre chiffre d'affaires. Ça dépend des années, ouais, entre 20, 30, bon bref. Ouais, est-ce que tu as une préférence ou tu as un ancrage culturel ou est-ce que voilà, comment ça fonctionne EMA au niveau national, international? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors déjà, je suis à Dijon pour une raison simple. C'est que je suis Dijonnais et j'aime Dijon. J'aime Dijon, mais vraiment, j'aime cette ville pour plein de raisons. Architecturalement parlant, pour sa vie nocturne, même s'ils ont il se passe rien. Bon, ouais. Mais c'est faux. Voyager, aller ailleurs, regardez ce qui se fait. C'est en termes de sécurité, en termes de beauté de ville, en termes de douceur de vivre. Mais allez ailleurs, putain, mais voyagez, voyez ce qui se passe et après on en reparlera. Ensuite, pourquoi on travaille à Dijon et aussi ailleurs? Parce qu'en fait, je suis parti d'un constat simple, c'est que il faut savoir pêcher loin. Voilà. Et que 2001 m'a appris que quand tu es un seul, que tu as un monoclient, bah, tu as trop de risques. Donc je me suis dit, il faut tisser une toile d'araignée. Quand tu observes une araignée, sa toile, elle est accrochée à plusieurs endroits. Et si un point pète, tu as toujours les autres qui restent. Elle aura toujours le temps de reconstruire ce point qui était pété. Et ben, pourquoi on était cherché ailleurs? Pour cette unique raison, c'est de se dire que si un jour il se passe quelque chose, il vaut mieux avoir plein de clients un peu partout en France. Et alors bien sûr, c'est une conjoncture nationale, c'est autre chose. Mais plutôt que local, s'il se passe quoi que ce soit, parce que tu as fait un truc qui est à la con, parce que les villes de province, blablabla, et qu'il vaut mieux aller aussi se développer sur d'autres territoires. Et en partant de ce concept que c'est ce que j'ai fait en fait avec mes équipes. C'est quoi pour toi le plus gros événement national sur lequel vous avez travaillé là sur les 2 dernières années? Alors, depuis l'histoire de Emma ou depuis... Bah, on peut le prendre, le fameux classeur que Ouais. tu n'as pas voulu prendre tout à l'heure. Alors, pour ça, si, pour les gros événements, si, je peux te le dire. Campagne présidentielle. Okay. On en a fait 3. Okay, 3 campagnes présidentielles de A à Z. Voilà. C'est-à-dire... C'est quoi là? C'est intéressant de voir. C'est quoi du coup le travail d'une agence événementielle sur une campagne? C'est toute la partie opérationnelle, technique, logistique, accompagnement stratégique avec les équipes de campagne. Donc voilà, c'est être au briefing du matin avec le candidat, définir les axes opérationnels sur les futurs meetings, de se dire comment gérer les problématiques diverses et variées en fonction de si c'est un meeting, si c'est une opération spécifique, voilà, mettre en place, réagir hyper vite parce que la politique c'est l'enfer en termes de réactivité. Ce qui se passe le matin n'est pas forcément valable le soir. Donc voilà, donc on a travaillé sur 3-4 campagnes. Ouais. Donc ça sur l'histoire de Emma. Ouais. Et sur les 2-3 dernières années. Les 2-3 dernières années, je sais pas, si on reste sur Dijon, on peut dire l'inauguration de la cité gastronomique.
des opérations de production que l'on fait aussi. Parce qu'on produit aussi des événements, Emma, on coproduit des événements. Là, le dernier en date, c'était on coproduit l'Altaïa, qui est un événement sportif qui a eu lieu à la Toison d'Or et où le prochain va être dans les Jardins d'Arcy à Dijon au mois de juin. On a fait un festival de musique à Courchevel avec le groupe Folie Douce pendant 4 ans. Voilà. Donc après, on a des grands événements, des conventions bancaires, on travaille pour le vélo. Voilà, on fait plein de choses. Ouais. Quelle est la différence entre une organisation en prestation et une production, justement, puisque tu en parles? Qu'est-ce que vous amenez de plus sur la partie production? Alors c'est simple, quand tu travailles, quand tu es prestataire de service, c'est comme vous, BWA, vous avez un client qui vous fait une demande avec un cahier des charges, vous répondez à ce cahier des charges, vous faites un devis, qu'il accepte, et vous faites le travail. Une production, c'est différent. Une production, c'est tu joues avec ton pognon. Tu as une idée, tu dis voilà, j'aimerais faire ça. Voilà. Et puis, dans ces cas-là, tu dis je l'organise, et puis je fais en sorte de gagner de l'argent. Une fois que je tire le trait, que j'ai payé toutes les charges, je fais en sorte de gagner de l'argent. Donc, c'est une production. Donc, nous, on a différents types de production. On va avoir, là, on a dans tous les domaines, parce que nous, à EMA, on est vraiment une agence à 360. Notre métier, c'est l'événementiel, mais dans tous ces domaines, sportifs, culturels, entrepreneurial. On a, par exemple, donc, le sport. On a aussi, je suis complètement différent, on a le marché de Noël, c'est-à-dire qu'on produit des marchés de Noël, c'est-à-dire qu'on organise des marchés de Noël, Dijon, Besançon, Courchevel, on répond à d'autres, là pareil, ce sont des productions avec les villes, des coproductions, et puis aussi de la musique. Donc, et là prochainement, on est dans les cartes, en coprod, je ne peux pas trop en parler, mais ça va être dans l'innovation, mais on est en train de travailler sur un salon. Sur sur l'innovation. Voilà. Ok. Alors, on va parler d'innovation, ça Ouais, tombe bien. super. Tu m'amènes la transition, on va parler d'intelligence artificielle, comme on a l'habitude de le faire dans l'émission ici. Avant même que je te pose des questions bien précises, j'aimerais bien savoir si tu as un avis tranché sur le sujet, ou pas forcément tranché, parce qu'il n'y a rien de blanc, rien de noir, mais qu'est-ce que tu en penses? Je trouve moi, je trouve que c'est un outil extraordinaire. Je pense que merci d'avoir. Alors, des fois, je gueule d'être dans mon époque parce que je dis putain, mais on n'a pas. Je dis à mon père qui était entrepreneur, je dis putain, mais vous avez vu une époque de dingue. Bon, voilà. Mais je pense que nous, on a une époque difficile aussi, mais plus difficile qu'eux, mais par contre, une époque de dingue, avec une révolution de faux, avec le téléphone, c'est commencé par le Minitel. Voilà. Mais aujourd'hui, l'IA, c'est un outil au service de l'humain qui est extraordinaire, quoi. Qui va changer beaucoup de choses. Mais comme beaucoup d'innovations vont changer beaucoup de choses. Quand la bagnole est arrivée, c'était une innovation, ça a changé de la calèche. D'un seul coup, tu mettais une demi-heure pour te déplacer plutôt que 3 jours, quoi, toi. Donc, je trouve ça top. Et qu'est-ce que ça change déjà pour toi aussi, aujourd'hui, au quotidien? Tous les jours. Tous les jours, ça change. Puis, moi, j'ai hâte d'être à demain pour savoir ou après-demain, pour savoir comment elle va évoluer, qu'est-ce qui va se passer, comment. Et comme je suis curieux de nature et que j'adore observer, on l'a dit depuis tout à l'heure, mais moi j'attends de voir tout ce qui va arriver. Puis aujourd'hui au quotidien, je prends mon téléphone, suivant l'IA que j'utilise parce que j'en utilise plusieurs, et donc pour plein de trucs. Mais c'est devenu un compagnon, quoi. Tu as eu un peu du nez sur le sujet. En 2020, tu as créé le club Gustave. Votre premier rendez-vous, il y avait l'IA à l'époque à l'ordre du jour. Qu'est-ce que tu pressentais à l'époque? Enfin, c'était quelle forme d'IA? Qu'est-ce que tu avais vu? Qu'est-ce que tu avais repéré? En fait, j'ai vu un gars qui dit quand tu payes ta carte bleue ou quand tu vas sur Internet, c'est comme si tu laissais un sillon dans un champ. Je dis, c'est dingue ça. C'est-à-dire que les mecs, c'est aussi gros que ça. C'est-à-dire que quand je suis sur Internet, tous les gens, du moins, on peut savoir ce que tu fais et tout ça. Mais déjà, c'est intrusif. Puis, c'est aussi, du moins, parce que pour moi, toi, tu es tout seul sur ton ordi, tu fais ce que tu veux. Mais non, en fait, tu peux. Et puis tout retracer avec ta carte bleue et tout. Je trouve ça extraordinaire. Je dis, il faut que je le fasse venir. Parce que c'est quoi demain? Qu'est-ce qui va se passer demain? Si on fait ça aujourd'hui, mais demain, c'est quoi?
Et donc, effectivement, on a parlé d'IA, on a parlé de choses. Et moi, je trouve ça tellement. Et puis, je voulais savoir comment ça fonctionnait, parce qu'on dit l'IA, mais ça marche comment, tu vois? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? On dit une intelligence artificielle, ben, elle est basée où? Elle est dans une boîte? C'est une petite dame dans une boîte? C'est comment? Non, voilà, il y a des tonnes de questions à se poser. Et je trouvais ça hyper enrichissant, mais c'était pas suffisant. Donc oui, c'était le début. Et aussi parce qu'à Dijon, il y a eu des grands chercheurs sur l'IA qui ont fait des belles choses. Et on avait la chance de les avoir ici à Demeure. Donc ouais, ça m'a intéressé de les avoir. Ouais. 3 ans plus tard, OpenAI lance ChatGPT, donc lance son outil dans la nature et dit faites-en ce que vous voulez, allez-y. On est en 2026. Aujourd'hui, est-ce que EMA utilise l'IA? Comment? Pourquoi? Alors, bien sûr, on utilise l'IA. Nos clients utilisent l'IA. Et on est en pleine mutation. Je pense qu'on est dans un monde en pleine mutation. Donc nous, on l'utilise aussi bien pour faire des rendus, pour nous aider à faire des brainstorming, pour plein de choses. En fait, on l'utilise tous les jours aujourd'hui. C'est un outil au service de la compétence qui permet, si on est bien formé et si on se forme ou si on a les bons prompts, ou si en fait c'est un compagnon de vie, professionnel comme personnel, et c'est un compagnon de performance aussi. A contrario, comme tous les outils de performance, je pense que il va y avoir des mutations dans certains métiers. Par exemple, je te donne un exemple. Nous, quand on fait de l'événementiel, au début, on faisait des refs à la main. J'ai connu au début de EMA, on faisait des refs à la main pour s'imaginer ce qu'allait donner la scénographie, ce qu'on allait réaliser sur l'événement, les plans et tout ça. Okay. Aujourd'hui, l'IA nous aide, mais en complément de nos designers. A contrario, certains de nos clients viennent nous voir et disent « Regarde, en 15 secondes, ce qu'elle m'a fait, toi, c'est vachement bien. » Je dis, ouais, mais là, toi, attends, excuse-moi, mais ce que tu as créé, ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Au bout d'un moment, il faut quand même, toi, c'est parce que tu as une belle image que tout est réalisable. Et ça, c'est un vrai problème. C'est éduquer les gens à se dire que, OK, l'IA, tout ce que dit l'IA n'est pas forcément vrai. OK. C'est un outil. Donc, ça sera peut-être demain, hein, et sûrement. Mais aujourd'hui, voilà. Donc, ça change beaucoup de choses et on l'utilise au quotidien. Tu dis que c'est un outil. Tu as évoqué tout à l'heure, tu as parlé du Minitel. On a l'âge qu'on a tous les deux. On a connu ces transitions. On n'a pas sur le même âge, mais on a connu ces transitions, cette évolutivité des outils de l'informatique, du numérique. C'est ancré en nous, ces évolutions, ces transitions. Ce n'est pas forcément le cas d'autres générations un peu plus récentes sur l'arrivée sur le marché du travail. C'est ce que je ferais ici, moi j'ai connu les phares jaunes. Voilà, mais... et ce que tu évoques là sur faire les choses à la main, les designers qui ont une culture, un vocabulaire, ils savent quoi demander pour obtenir de l'IA. Moi je dis souvent c'est un exosquelette, ça nous augmente, ça nous permet d'aller plus loin. Et puis tu évoques le cas des clients qui arrivent en disant regardez, ça fonctionne du premier coup. Moi j'appelle ça un peu le syndrome d'Autosimo. Je suis médecin avec mes symptômes et je sais ce que j'ai. Comment toi est-ce qu'aujourd'hui, sur le recrutement, par exemple, je ne sais pas si tu es dans une phase où tu reçois des profils un peu plus jeunes, est-ce que tu ressens déjà une différence? Alors, est-ce que c'est déjà un scope pour toi de recrutement, de te poser cette question? Est-ce que tu utilises l'IA ou pas au quotidien? Est-ce que tu vois peut-être dans les profils chez toi des différences aussi d'usage des outils par rapport à ce bagage culturel ou ce bagage d'expérience ou d'expertise? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens déjà un petit peu? Ah ben non, mais déjà, je ne pose plus la question. Parce que je pense que... Alors, ça dépend... Alors, je vais parler... Ça dépend si c'est des cols blancs ou des cols bleus. OK. Les cols blancs, tout le monde utilise l'IA, même dans les nouvelles générations. Les cols bleus, ce qui sont plutôt les gens manuels, utilisent l'IA, mais juste pour eux, d'un point de vue récréatif. Mais pas professionnel. Les autres, oui, je ne leur pose pas la question parce que, en fait... Alors, si jamais ils ne l'utilisaient pas, je leur dirais, c'est bon, rentre chez toi. Mais donc, du coup, oui, ils l'utilisent. Ils l'utilisent pour plein de choses. Et est-ce qu'ils l'utilisent bien? J'en sais rien. Okay. En tout cas, ils l'utilisent. Okay.
Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui feraient bien d'aller un peu sur... Mais moi, le premier, hein, moi, depuis, j'ai fait 2 formations sur l'IA quand même. Et pour savoir comment ça fonctionnait, parce que par curiosité. Et là, hier soir, là, j'ai lu là, que la Chine, mettait, à partir de 6 ans, formait les enfants à l'IA Oui. Ah oui. pour créer des prompts et tout ça. Et alors nous, on y est pas en retard. Hein, parce que nous, avant que ça soit Avant que dans le ça passe la programme de porte l'éducation l'école. nationale, je pense que voilà, il va se passer plein de trucs. Mais c'est génial. Mais c'est extraordinaire. Du moins, c'est voilà. Ce que tu dis là sur la Chine, c'est pas ils utilisent des outils, enfin ils en utilisent, mais ils apprennent à comprendre comment ça marche. Ce que tu disais là, c'est comment ça marche un modèle d'IA, etc. Et dès 6 ans. Comme Non tu mais, l'expliques là, non mais ça fait l'IA en partie, Chine, c'est va ancré en, en va en culture. Chine. Hein. Moi, je sais pas si c'est déjà en Chine. J'ai jamais été en Chine, mais Ok. je fais beaucoup de veille et ouais, Ok. je Alors vois moi, ce qui se passe. je suis allé en Chine. Ok. Je suis allé à Hong Kong, en Chine. Voilà. Je suis allé à Shenzhen, à Guangzhou, bref, un peu partout. Je suis désolé, hein, je suis peut-être choqué de ce que je vais dire. Hein. Peu importe, j'assume. Euh, Moi, quand je suis allé en Chine, j'avais honte de penser ce que je pensais de la Chine quand j'en suis revenu. Euh, Franchement, on nous met un écran de fumée noire. Ok. Alors oui, c'est le communisme. Oui, machin. Oui, on est surveillé. Oui, il y a des caméras partout. Ok. Ouais, on est contre les caméras, on est contre la reconnaissance faciale, on est contre tout ça. Ok. La première reconnaissance faciale, tu l'as dans ta poche, mon pote. Hein. C'est ton téléphone. Donc, et c'est toi qui le payes. En plus. Donc, mais c'est extraordinaire. On a trop de retard. Tu vois, franchement, je te dis clairement, on a trop de retard. C'est-à-dire que les mecs, ils sont hyper avancés sur plein de trucs. Et c'est des bosseurs. Et, c'est pas le régime qu'on peut. Du moins, allez-y. Franchement, alors, il y a des trucs mauvais, hein, mais chez nous aussi. Hein. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà, la Chine, je trouve ça super qu'ils pensent à l'IA. Et dans ce que tu évoques toi, du coup, par rapport en interne, ce que j'ai compris, c'est que c'est même plus une question. En fait, finalement, c'est si tu n'utilises pas l'IA, c'est pas que c'est un problème, c'est qu'on on va peut-être t'expliquer comment faire avec, mais est-ce que tu as mis en place un accompagnement justement, ou est-ce que c'est la curiosité, vous partagez les bonnes pratiques? Non, on met en place des solutions on met en place des solutions de, de formation. Et ensuite, on a un partage d'expériences internes. Mais comme c'est le début, effectivement, ça évolue tous les jours. C'est compliqué en fait. Il faut être soit t'es à fond dedans et tu sais ce qui se passe. Mais voilà, mais on utilise plein, donc on se donne des filons sur dire, bah, tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et voilà, et comme ça, on se forme comme ça. Ok. En rapport avec l'IA, il y a l'impact environnemental. Vous êtes certifié management durable. On est Covadis, ouais. Euh, Comment tu gères un peu ce paradoxe un peu qui est dans l'esprit des gens de dire ouais, l'IA c'est bien mais ça fait mal à la planète quoi. T'as un point toi Les pneus de voiture, ça fait mal à la planète. Les plaquettes de frein, ça fait mal à la planète. Toi. Je pense que ça va évoluer. Ok. Après, pour faire moins mal à la planète, comme toutes les ressources effectivement d'IA, soit prendre des IA locales, ok. Soit effectivement de prendre les bons outils pour éviter de faire trop de prompts, machin, et bien former au prompt, et utiliser la bonne IA en fonction de ce que tu as besoin, et de se dire, bah voilà, plutôt de faire travailler une IA, donc faire travailler la bonne IA en fonction de tes bonnes demandes, ça t'évitera de faire beaucoup de prompts. Et puis ensuite, bah, si tu veux que je réponde à ça, moi, je peux pas répondre. C'est que malheureusement ouais c'est le revers de la médaille quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui sur les marchés vous êtes interrogé dessus? Est-ce que c'est déjà rentré un peu comme c'est réglementé en France hein, est-ce qu'il y a dans vos marchés auxquels vous répondez, il y a une part, est-ce que vous utilisez l'IA? Oui, non. À quelle mesure? Est-ce que Non, vous mesurez l'impact? C'est pas non, encore arrivé. non, c'est Parce pas que arrivé. je vois qu'on réglemente beaucoup. Hein, cette semaine, il y a encore un texte de loi qui est passé qui va empêcher les fabricants de modèles d'IA français de travailler. Donc vous, aujourd'hui, il n'y a pas de frein. Ah, mais on a raison, c'est-à-dire qu'en France on a raison, c'est-à-dire que je suis désolé mais au bout d'un moment il faut qu'on se réveille quoi. Ok, le monde est en évolution et nous on va contre le monde en évolution. Maintenant qu'on réglemente le monde
en fonction des impacts environnementaux. Moi, je suis un grand défenseur, du moins. Moi, je suis pour l'environnement. Je suis un ancien scout, Baguera, sur mon totem. Donc voilà. Donc, bien sûr, c'est important. Mais par contre, je suis pas. Voilà, on ne peut pas être contre tout. Ok. Il faut trouver des solutions. Elles existent. Mais par contre, nous, dans les requêtes environnementales que nous avons sur les appels d'offres, aujourd'hui, il n'y a pas de requête sur l'utilisation de l'IA. Voilà, à date. Il y a, nous, des normes environnementales à respecter. Nous, on est les premiers parce qu'on n'a pas attendu d'être normé EcoVadis pour pouvoir le faire. Parce qu'on est l'agence, entre autres, nous, l'agence d'Engie, mais la partie green, on fait tous les événements d'Engie Green dans toute la France. On prend des moutons pour aller tondre l'herbe, on fait des groupes à l'huile recyclée. D'ailleurs, pour les marchés de Noël, on est les premiers à avoir mis des bacs de récupération d'huile, de graisse pour les frites, pour pouvoir en faire du biocarburant. Bon, bref, voilà, on va très loin, nous aussi, chez EMA. Par contre, ouais, aujourd'hui, dans les appels d'offres, c'est pas le cas. Mais, puis même si c'est le cas, comment ouais, ça serait... C'est malhonnête de dire ça, parce que tu dis non, je ne veux pas l'utiliser, mais voilà. C'est pas vrai. Et est-ce que tu as une vision sur 2 ans de ce que va apporter l'IA à EMA? Si tu avais un peu ton agence événementielle du futur, est-ce que tu as, pas un rêve, mais ou alors au moins un impact sur lequel tu te projettes? Tu sais qu'on m'a toujours dit que pour voir le monde de demain, regarde des films de science-fiction. Et putain, c'est vrai. Et quand on voit des films comme Tron, Minority Report, voilà, le monde robotique, moi, en fait, mais je serais incapable de te répondre à cette question. Par contre, je suis hyper impatient de le vivre. Et même pire. Des fois, je me dis, j'aimerais bien me faire congeler pour me dire qu'est-ce qui va se passer dans 100 ans ou dans 1000 ans. Peut-être que je serais déçu. Mais en tout cas, je trouve ça tellement fascinant. D'en faire des choses, c'est-à-dire la robotique. La robotique, par exemple, ils ont dit, ouais, les robots, on est contre, machin, ok. Mais, mon pote, la démographie, qui va s'occuper des gens derrière? Qui va occuper les postes des humains qui ne seront plus là? Parce que la démographie, en 2035, là, dans quelques temps, il y aura 1,6 million élèves en moins. Donc ça veut dire que ces élèves seront aussi des humains, des grandes personnes. Ouais. Voilà. Donc du coup, c'est déjà des humains, pardon, mais ça sera des grandes personnes. C'est des grandes personnes, mais qui va occuper tous ces logements vides, qui va s'occuper des seniors, qui va faire les tâches que personne ne veut faire, parce que tout le monde veut être influenceur ou je sais pas moi, pas faire des tâches. Mais je pense que, voilà, et même, ça va révolutionner plein de choses, l'IA, du moins, justement. Je pense que les métiers manuels vont devenir des métiers précieux. Très précieux. Et même, je pense que ceux qui vont gagner le plus d'argent demain, c'est ceux qui travaillent avec leurs mains. C'est pas ceux qui travaillent avec leur tête. Et par contre, ce qui me fait peur dans l'IA, c'est justement les gamins qui réfléchissent plus. Et ça, par contre, ça me fait peur. C'est-à-dire que l'intelligence humaine va régresser. Sauf ceux qui vont aller à contre-courant et qui vont se dire, bah moi, en fait, l'IA, c'est un outil pour l'homme. Ce n'est pas, à mon sens, ce n'est pas, c'est pas, ça ne doit pas remplacer l'intelligence humaine. On doit faire des prompts, mais celui qui crée le prompt, celui qui donne l'ordre, c'est l'humain. C'est intéressant. Ton référentiel d'intelligence, le mot intelligence, qu'est-ce que tu mets derrière? Est-ce que derrière ce mot intelligence, pour toi, c'est on valide un parcours académique français avec un master et on a pu passer un diplôme, obtenir un diplôme basé sur ce qu'on était capable d'apprendre sur des études? Est-ce que c'est ça l'intelligence? Non. Ça, c'est le monde de perroquet, ça. Pour moi. C'est-à-dire que tu apprends des livres, comme l'IA. Mais c'est notre référentiel aujourd'hui en France. Ouais, c'est pas forcément. Voilà. Ça va pas dire que c'est forcément et bon. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas un glissement de référentiel qu'on n'a pas encore par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure sur la partie culture, expertise, expérience, erreur, échec valorisés qui vont venir nourrir notre façon d'échanger avec l'IA pour construire ce qu'on va construire avec, qui peut devenir plus important, intéressant, un autre angle d'intelligence moins valorisé aujourd'hui, un peu cette bascule qui est en train de se construire. Enfin, je réponds moi-même à ma question dans l'échange, mais je ne sais pas si on est aligné du coup. Si, moi je pense que le monde de l'éducation en France, en fait, tu apprends, on t'apprend. Et déjà, il n'a pas changé depuis la nuit des temps. Il évolue, mais c'est difficile en fait à faire évoluer.
que pour moi, effectivement, on apprend. Moi, je n'étais pas fait pour l'école. Alors, je ne vais pas me faire des copains, hein, mais pas grave. Mais moi, je pense qu'on apprend des choses qu'on doit apprendre. Pourquoi on les apprend? Il y a un système de notation. Ok, t'étais bon, t'as pas appris correctement. Ok, mais de toute façon, c'est important. L'éducation nationale est importante. Mais par contre, je pense qu'il faut qu'elle évolue avec le temps, avec l'époque, avec le monde dans lequel on vit. Et que je pense que l'intelligence, après, c'est ta réflexion que tu dois avoir. Une fois que tu as eu tout ce bagage de base de l'école, mais après, il y a des choses qui, moi, me paraissent pas bien, d'autres très bien. Mais tout ça pour dire, c'est que, en fait, je pense que le monde de l'observation, le monde de l'apprentissage, ce que nous, les autodidactes, on a fait, c'est pas dire qu'on est parfait, mais simplement, c'est qu'on a une ouverture d'esprit qui permet effectivement de ne pas rester dans des cases. Ok. Pour conclure cet échange, alors une question qui est un peu bateau, qu'on t'a peut-être déjà posée. Si tu devais revenir voir le Sylvain d'il y a 20 ans, le Sylvain d'il y a... Ouais, qu'est-ce que tu lui dirais Déjà, j'ai des boules parce que tu es en train de me dire remets-toi en arrière, c'est oui, que mon pote, t'as vieilli. Au moment où j'ai dit 20 ans, je dis oula, mince, j'aurais. Non, mais c'est pas grave, c'est la vie. Hein. C'est la vie. J'ai pas peur de vieillir, mais simplement, c'est qu'on a l'âge qu'on veut d'avoir dans sa tête. Mais qu'est-ce que je lui dirais? C'est que déjà, je lui aurais dit, et ça va à l'inverse de ce que je viens de dire, mais étudie quand même un petit peu à l'école. Okay, arrête de faire le con. Et puis celui de 2001, je me dirais la même chose. C'est-à-dire que, en fait, la vie d'un entrepreneur, c'est un combat perpétuel. Tu as le droit de te tromper, tu as le droit d'avoir des échecs, tu as le droit de comprendre tes échecs. Et tu verras demain, tu as un monde nouveau qui vaut le coup d'être revécu. Et que, vas-y, fonce, n'aie peur de rien. Et surtout pas des rumeurs, surtout pas de l'avis des autres, parce que les conseilleurs ne sont pas forcément les payeurs, et pas du tout même. Et que la résilience et l'habitude, tu dois être résilient, et tu dois oublier le mot habitude, et tu dois vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Est-ce qu'il y a un événement sur lequel tu as envie de communiquer, ou dans les mois à venir Alors oui, ça sort quand? Ça sort. Quand ça doit sortir. Quand ça doit sortir, mais très très vite. J'ai oublié la date. Je suis désolé, je vais me faire taper. Ouais, parce que du coup, moi, l'événement, si je te parle d'un événement qui est passé, c'est quand même compliqué. Allez. Et je te peux te parler de l'Altaïa, Oui. qui est un Altaïa qui a lieu le 27 et 28 juin, Jardin d'Arcy. Événement, allez voir, c'est un événement sportif, hybride, qui est top. Après, d'autres événements, nous on fait des événements malheureusement qui sont des événements privés, donc on peut pas, c'est pas ouvert au grand public. On vous encourage à aller au marché de Noël de Besançon, au marché de Noël de Dijon, donc là effectivement, et d'aller aussi à la REF du MEDEF, effectivement qui aura lieu, vous verrez sur le site internet, et toujours au même endroit. Donc c'est un bel événement aussi pour les entrepreneurs, mais pas que. Merci à toi pour cet échange plein de sincérité et d'humanité. Mais je t'en prie, avec grand plaisir. Et puis à bientôt, merci. À très bientôt. Merci de nous avoir accueillis en tout cas. Merci.